Donc aujourd'hui, c'est tout à fait discutable sur le plan empirique de savoir est-ce que la pensée occidentale est une pensée vraiment relativiste. Je pense personnellement que c'est une pensée relativement monolithique, relativement univoque, qui est devenue très peu créative et qui est absolument pas relativiste. Je parle sur le plan concret, hein. Mais ce qui est le plus compliqué de l'Occident, et ce n'est pas l'objet de notre analyse, c'est que l'Occident pense qu'il est dans la relativité, prône la relativité à l'état culturel, c'est-à-dire de dire, au fond, c'est bien que chacun puisse élaborer sa vision du monde, sa philosophie, que chacun ait la liberté de penser ce qu'il veut, parce qu'au fond, c'est le grand débat entre la manière dont chacun pense, qui fait la véritable richesse d'une culture. Donc, vous voyez, un discours qui est très joli en soi, qui est d'ailleurs rarement vérifié dans les faits depuis que l'homme est homme. Parce que dans les faits, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans les faits, on est dans des relations de pouvoir où on veut s'emparer de la pensée de l'autre, la remixer à sa manière, dominer l'autre, faire que tout le monde pense pareil, ou au contraire se fiche complètement de la manière dont les gens pensent. Enfin, la vie humaine est beaucoup moins euphorique. Vous voyez que cette espèce de relativisme, j'allais dire, décoratif, ou pas idéologique, mais culturel plutôt, dans lequel on a grandi en Occident à partir des années 50-60 surtout. Ça, c'est le discours. C'est surtout un discours d'ailleurs auquel tiennent beaucoup les gens de plus de 40 ans dans notre Occident. Et puis il y a le concret qui est complètement décalé par rapport au discours, parce que déjà c'est pas sûr qu'on pense beaucoup en Occident aujourd'hui, au sens profond. C'est pas certain qu'il y ait une grande diversité de pensée, et c'est encore moins certain que cette grande diversité de pensée dont on n'est pas sûr qu'elle existe est une réelle fécondité. Voilà. En tout cas, quand on prend un petit peu de recul, quand on fréquente ce qui reste de civilisations autres que la nôtre, qui sont d'ailleurs en voie de disparition, et qu'on revient chez nous, on se dit que c'est relativement monolithique, c'est relativement pas très élaboré, à part certains domaines que je vais essayer de décliner. Voilà, donc je vous dis, je ne vais pas me lancer là-dedans. J'ai essayé de prendre la question positivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas facile, à part certains domaines, dont on parlera tout à l'heure, mais il y a quantité de domaines dans lesquels il est extrêmement difficile d'élaborer une vérité stable, dans lequel la vérité est extrêmement difficile à déterminer. Et je me suis dit, c'est bon de prendre quelques exemples concrets où nous sommes, non pas dans un relativisme, mais si vous voulez, on se dit, oui, les choses sont relatives, c'est-à-dire que c'est très difficile d'y voir clair, quoi. Prendre un exemple très simple. La place de l'autorité aujourd'hui dans l'éducation d'un enfant. Prendre des exemples très existentiels. Quelle dose d'autorité? Quelle forme d'autorité? À quel moment l'autorité? Qui a l'autorité? Quel est le lien entre l'autorité et le pouvoir? Vous voyez, tout le monde est d'accord qu'il faut un peu d'autorité. Mais est-ce qu'elle a la forme, vous voyez, du gendarme? Est-ce que c'est d'abord le professeur? Est-ce que le père et la mère ont deux autorités? Ont-ils une même autorité mais partagée en deux personnes? Le pouvoir coercitif est-il nécessaire à l'exercice de l'autorité? Peut-on imposer son autorité à autrui? Tout ça, vous interviewez n'importe quelle famille occidentale et vous allez voir qu'avec la meilleure bonne volonté du monde, même des gens d'ailleurs qui sont tous persuadés que l'autorité est importante, deux personnes vont faire des réponses différentes. Qui a vraiment raison là-dessus? Vous avez des gens dans lesquels, des familles dans lesquelles les enfants sont heureux, on a peu exercé l'autorité sur eux. Ils sont à peu près équilibrés, ils ont réussi à se faire une vision du monde, ils ne sont pas nécessairement alcooliques, drogués, vous voyez, et nécessairement relativistes d'ailleurs. Vous avez d'autres familles dans lesquelles on a exercé beaucoup l'autorité. Et les enfants ne sont pas nécessairement épanouis, heureux, et des fois ils sont très épanouis, très heureux, on a été rude avec eux, et ils en sont très contents. Et à côté, ils ont été fracassés. D'ailleurs, des fois dans la même famille, l'un a été fracassé, l'autre il en est très heureux. Bon, question très concrète, parce que je veux dire, on fait quoi de cette question? Vous voyez, alors on est tous d'accord qu'il en faut un peu, parce qu'on voit bien que quand il n'y en a plus du tout, ça ne va pas du tout. Mais on met quoi derrière les mots? On met la nostalgie des expériences d'hier, voilà, qui sont difficiles. L'État a-t-il une autorité? Ou a-t-il juste un pouvoir? Un chef d'entreprise doit-il avoir de l'autorité? Ou doit-il se contenter d'avoir un pouvoir? C'est pas du tout pareil. Et puis là aussi, si même le pouvoir, à partir de quand dois-je exercer le pouvoir? Sous forme incitative, coercitive, législative, vous voyez, on fait comment? Est-ce que la manière dont le pouvoir et l'autorité s'exercent aux États-Unis n'est pas du tout la même qu'en France? Quelle est la bonne manière de faire? Même la police et les gendarmes ne fonctionnent pas pareil. Service d'ordre italien, allemand et français, quand vous êtes au JMJ, vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même méthodologie d'organisation, vous voyez, le même exercice du pouvoir et de l'autorité. Les Italiens, ils vous laissent la foire totale et tout d'un coup, ils deviennent très sérieux, l'espace d'une demi-heure. Là, ils épinglent quelques personnes qui sont hors des clous, ils recadrent tout et ils réassouplissent derrière. Vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font?
Les Allemands, ils sont au contraire très rigoureux, mais c'est parfaitement désorganisé, simultanément. C'est très bizarre. Je parle des GMJ. Hein. Et les Français, c'est un mélange d'autorité. Le Français mise pas mal sur l'autorité morale. Il n'aime pas trop le pouvoir. Donc il essaie de persuader. Vous voyez, il a un système de dissuasion assez bien fait. Hein. Les CRS sont un espèce d'organisme extrêmement au point, que nous vendons d'ailleurs sur l'ensemble de la planète. On fait un benchmarking énorme. Non, je suis très sérieux parce que ce sont des gens remarquables. Pourquoi? Parce que l'essentiel du génie du CRS, c'est le pouvoir de dissuasion positive. Hein, on a eu 1 ou 2 morts en l'espace de 30 ans d'exercice de ce corps d'armes. Franchement, c'est pas l'armée. C'est pas des militaires en plus. Voilà, ça c'est le modèle français. Dissuasion maximale parce que précisément il faut que la symbolique de l'autorité évite d'exercer le pouvoir. Enfin, ou plus exactement, le pouvoir du symbole doit pouvoir éviter le pouvoir, coercitif. Qu'est-ce qui est le mieux? Vaut-il mieux un CRS, un carabinieri, voilà, ou un gendarme argentin? Donc c'est le premier élément, le premier exemple, il me semble, très concret.